Regardez cette image, nous sommes le 16 octobre 2022 et comme chaque année, les 2296 responsables du Parti communiste chinois sont alors rassemblés autour du président chinois Xi Jinping. Alors à cette occasion, Xi Jinping prend la parole pendant près de 2 heures pour présenter son programme pour les 5 années à venir. Il est question de faire de la Chine la première puissance mondiale, il est aussi question de tourner la page de la pandémie de coronavirus, mais il est surtout question de Taïwan. Xi Jinping affiche son ambition. La Chine va reprendre le contrôle de Taïwan avant 2049 et ce, même si, selon le président chinois, cela doit se faire par la force. 最大努力争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力。 Une déclaration choc donc, qui risque de rester dans les livres d'histoire. Mais alors, pourquoi la Chine, pays d'1,2 milliard d'habitants, tient-elle absolument à prendre le contrôle de cette petite île de 23 millions d'habitants? De leur côté aussi, pourquoi est-ce que les États-Unis s'en mêlent et prennent le risque de déclencher une 3e guerre mondiale en intervenant militairement en cas d'invasion de Taïwan? Bien, on se plonge aujourd'hui dans une histoire de tension et de menaces, une histoire qui risque de marquer notre époque. Alors installez-vous confortablement, bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux qui s'abonnent à cette chaîne YouTube ces derniers jours. Il y a plein de contenus et de vidéos similaires qui arrivent dans les prochains jours. Prenez un thé, un café, ce que vous voulez et on est parti ensemble. For a 5th day today, China conducted military drills in waters and airspace around Taiwan. Taiwan has reported the largest ever incursion by the Chinese Air Force into its air defense zone. 祖国完全统一 一定要实现，也一定能够实现。 China has used the drills in its military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. Si les États-Unis persistent, ils seront tenus responsables de toutes les conséquences graves. But would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. Et avant de commencer, je tiens à remercier très rapidement NordVPN qui a accepté de nous soutenir en étant partenaire de cette vidéo. Alors vous l'imaginez, c'est un format qui nous demande pas mal de temps et de moyens, surtout qu'on va le poursuivre dans les prochaines semaines avec plein d'autres nouveautés. Alors je ne vais pas vous présenter les fonctionnalités de NordVPN que vous connaissez déjà. Oui, un VPN, c'est ce qui permet de changer d'emplacement virtuel un peu partout dans le monde et ça peut être très utile évidemment au quotidien, mais ce n'est pas tout. Déjà, vous pouvez avoir en un clic une connexion chiffrée pour plus de sécurité. Vous avez aussi une fonctionnalité de protection anti-menace pour bloquer les virus par exemple. Mais il y a surtout 2 nouveaux outils que je vais vous présenter très rapidement, c'est NordPass et NordLocker. Alors NordLocker, voyez ça comme un coffre-fort sécurisé en ligne où vous allez pouvoir stocker tous vos documents les plus importants. Et quant à NordPass, en fait c'est un gestionnaire de mots de passe. Je ne peux que vous recommander d'en avoir un, mais c'est pas encore le cas. À titre personnel, ça a changé ma vie ou en tout cas mon usage d'internet au quotidien. En gros, un gestionnaire de mots de passe, il génère des mots de passe pour tous vos comptes, sur tous vos réseaux sociaux ou autres. Tous les mots de passe sont en fait stockés dans votre gestionnaire de façon sécurisée et je dis que ça change la vie parce que ça veut dire que vous avez des mots de passe très forts déjà sur tous vos sites. Par ailleurs, vous ne les perdez pas et vous vous connectez facilement et automatiquement à tous vos sites préférés. Bref, c'est plus sécurisé et plus pratique. En tout cas, un grand merci à NordVPN pour son soutien. N'hésitez pas à checker le lien qui s'affiche à l'écran maintenant et qui est aussi en description. Il vous permet de bénéficier de 4 mois gratuits sur tout abonnement de 2 ans avec en plus une remise exclusive. Bref, merci à eux et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ça, c'est donc l'île de Taïwan. Elle est aussi appelée d'ailleurs île de Formose. Elle est située à 130 km au large de la Chine, séparée par ce que l'on appelle le détroit de Taïwan. Bon, pas d'inquiétude, on va évidemment se plonger dans l'histoire récente, les derniers événements, les menaces d'invasion de Taïwan par la Chine ou encore bien les menaces d'intervention de la part des États-Unis. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas un sujet nouveau. En réalité, ça remonte à très longtemps. Certains estiment que l'histoire compliquée entre Taïwan et la Chine débute en 1683, lorsque la dynastie au pouvoir en Chine, la dynastie des Qing, prend le contrôle en 1683 donc de l'île de Formose, l'île que l'on appelle aujourd'hui Taïwan. Elle prend le contrôle de l'île par les armes et décide donc de la rattacher à l'Empire chinois. Près de 200 ans plus tard, en 1895, la Chine subit une défaite militaire face au
Japon dans ce que l'on appelle aujourd'hui la première guerre sino-japonaise. Une guerre passionnante à raconter d'ailleurs, on en reparlera sûrement dans d'autres vidéos. Mais à ce moment-là, eh bien, la Chine est donc contrainte de céder l'île de Taïwan aux Japonais. Sur les 500 dernières années, donc, l'île a d'abord été chinoise, puis japonaise, mais nouveau rebondissement plus récemment, en 1945. Le Japon, après sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale, rend l'île de Formose à la Chine. Le truc, c'est que cette île de Formose est rendue à la Chine dans une période, disons, très tendue en Chine. En effet, la Chine est ravagée depuis plusieurs années par une guerre civile où deux hommes et deux camps s'affrontent et je vais vous les présenter. Vous allez le voir, c'est très important pour la suite de l'histoire. L'homme que vous voyez juste ici, c'est Chiang Kai-shek. Il est à la tête du Kuomintang, un parti qui règne sur la grande majorité de la Chine depuis la fin des années 1920. Chiang Kai-shek est même élu président de la République de Chine en 1948. Face à lui, on retrouve Mao Tse-tung, le leader du Parti communiste chinois, fondé en 1921, qui a pourtant d'ailleurs été à plusieurs périodes un allié du parti de Chiang Kai-shek, Kuomintang, avant de s'en séparer donc au début des années 40 avec les tensions donc que l'on connaît. Or, en 1949, c'est le Parti communiste qui remporte la guerre civile. Mao Tse-tung prend donc le pouvoir et proclame la République populaire de Chine. D'ailleurs, petite anecdote un petit peu hors sujet, mais je me permets, vous allez voir, c'est assez étonnant. Le petit livre rouge, qui était donc le livre de propagande communiste de Mao, qui a été diffusé à partir des années 60, c'est le livre le plus vendu au monde après la Bible. On estime qu'il y a eu plusieurs milliards de ventes et donc qu'à l'apogée de la diffusion du livre lors de l'ère de Mao en Chine, eh bien, la planète comptait 3 milliards de personnes et on comptait en moyenne plus d'un livre par personne sur la planète. Bref, Mao remporte donc la guerre civile, il prend la tête de la Chine et son rival, Chiang Kai-shek, décide alors de fuir justement donc à Taïwan. Mais Chiang Kai-shek ne se contente pas de fuir tout seul, en fait, il installe à Taïwan ce qu'il va appeler la République de Chine, par opposition donc à la République populaire de Chine de Mao. Il a alors pour ambition de représenter toute la Chine. Il amène donc avec lui son armée, 2 millions de personnes, ainsi que, il faut le noter, des trésors artistiques de la Chine ancienne, des trésors qui sont toujours aujourd'hui exposés au Musée national de Taipei, la capitale donc de Taïwan. Voilà donc comment, de façon assez étonnante, en 1949, on a donc deux Chines qui estiment être la vraie Chine. Pour récapituler, on a d'un côté la République de Chine sur l'île de Taïwan, dirigée donc par Chiang Kai-shek, qui considère qu'il est le représentant de la véritable Chine et qui d'ailleurs, à ce moment-là, n'exclut pas de reprendre un jour le contrôle de la Chine continentale. Et de l'autre côté, on a donc la République populaire de Chine sur les territoires de la Chine continentale, le tout dirigé par Mao avec le Parti communiste chinois. Mao qui considère Taïwan à ce moment-là comme une partie de son territoire et comme la 23e province de la Chine. On se rapproche maintenant des tensions actuelles, on avance dans les années 70-80 à mesure que le développement économique de la Chine lui permet en fait de s'affirmer comme une puissance mondiale. Eh bien, la Chine, comme on l'entend aujourd'hui, prend le dessus sur Taïwan. Un grand tournant arrive par exemple en 1971 à l'Organisation des Nations Unies. C'est ce que l'on appelle la résolution 2758. La Chine continentale, donc la République populaire de Chine, va alors récupérer le siège de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Un siège qui est donc très important, qui était occupé jusqu'ici par Taïwan et qui va donc être récupéré par la Chine telle qu'on l'entend aujourd'hui. Ce qu'on voit donc, c'est qu'à mesure que la Chine se développe économiquement, elle est aussi en mesure d'affirmer son pouvoir à l'échelle internationale. Et on en reparlera juste après parce que vous allez le voir, c'est très important dans le cadre du conflit actuel. Un deuxième tournant absolument historique va arriver en 1979. En fait, ça se passe avec ce président américain, Jimmy Carter. C'est sous cette présidence que les États-Unis vont établir des relations diplomatiques avec la Chine telle qu'on l'entend aujourd'hui et donc rompre leurs relations
relations diplomatiques avec Taïwan. La première puissance mondiale, les États-Unis donc à l'époque reconnaissent que ça y est, la Chine est bien un État, mais Taïwan en tout cas ne l'est plus officiellement. Forte de tous ces succès diplomatiques et alors que la Chine est clairement en position de force, elle va alors proposer à Taïwan une option absolument cruciale. J'ai nommé l'option un pays, deux systèmes. En gros, la Chine va dire à Taïwan, écoute, je te laisse conserver une autonomie importante, développer ton propre système politique ou quoi, mais cela dit, malgré tout ça, tu restes à moi. À ce moment-là, Taïwan refuse, mais bon, les années passent, les tensions sont, disons, modérées jusque très récemment, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir de deux figures, une figure en Chine et une figure à Taïwan. Ces deux figures risquent de changer le cours de l'histoire. La femme que vous voyez juste ici, c'est Tsai Ing-wen, c'est donc la présidente de Taïwan depuis 2016. Et comment vous le dire, visiblement, elle n'a pas vraiment peur de la Chine, en tout cas, elle ne le montre pas. Elle est surnommée d'ailleurs par plusieurs médias la bête noire de Pékin, et ce, notamment en raison des positions de son parti politique, Minjindang. La deuxième personnalité qui a changé beaucoup de choses dans les relations entre la Chine et Taïwan. Vous le connaissez en l'occurrence peut-être davantage, on en a parlé en introduction, on en parle beaucoup dans les actualités du jour sur nos formats au quotidien. C'est lui, Xi Jinping, l'actuel président chinois depuis 2012. Xi Jinping est animé par une ambition très forte, faire entrer ce qu'il considère comme le socialisme chinois dans une nouvelle ère, faire de la Chine en fait la première puissance mondiale devant les États-Unis et ainsi redonner à la Chine la splendeur passée de l'Empire chinois. Pour lui, ça passe notamment par une reprise en main de Hong Kong. On en a beaucoup parlé là aussi dans l'actualité. J'avais fait d'ailleurs un reportage sur le sujet il y a quelques années. Peut-être que vous l'aviez vu pour ceux qui étaient là au tout début de la chaîne. Mais ça passe aussi, voire surtout, par une reprise en main de l'île de Taïwan. Et cette ambition très très forte, le président chinois l'a affirmé, que ce soit en 2017, au début de son second mandat, où d'ailleurs il a obtenu des pouvoirs renforcés. Il y a un contrôle en vrai quasi total sur le pays. Il l'a encore donc affirmé en octobre 2022, il y a quelques jours. Xi Jinping veut absolument reprendre le contrôle sur Taïwan, y compris donc par la force si besoin. Il est possible que pour Xi Jinping, Taïwan soit vraiment la pièce manquante dont il s'est donné la mission de reconquérir. Et donc c'est pour ça que Xi Jinping souhaite être l'homme qui va qui va achever même le travail de Mao, qui a été d'unifier la Chine en étant l'homme, Xi Jinping, qui reprend Taïwan et donc qui unifie pleinement la République populaire de Chine. Dans la tête de Xi Jinping, il y a une date précise pour avoir achevé ce retour de Taïwan sous le contrôle de Pékin. Et cette date, c'est celle donc de 2049. Il faut savoir que le gouvernement chinois aime beaucoup ces anniversaires, ces dates symboliques qui permettent de marquer le coup. Et 2049 marquera le 100e anniversaire d'un événement extrêmement important pour la Chine d'aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez fait le lien, vous avez noté les différentes dates. Il s'agira en effet du 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine en 1949 donc par Mao Tse-tung. Mais alors, pourquoi la Chine tient-elle tant à Taïwan ? En effet, finalement, c'est ce qu'on disait en début de vidéo. Si on voit ça vraiment de loin, c'est 23 millions d'habitants, une petite île, vu comme ça paraît quasiment insignifiant par rapport à la Chine. Mais en réalité, détrompez-vous, il y a de très nombreuses raisons qui expliquent tout cela. Il y a déjà donc des motivations idéologiques et historiques, on l'a vu à l'instant avec le discours du président chinois Xi Jinping. Ensuite, il y a une dimension réellement politique. En fait, le modèle politique de Taïwan tel qu'il est aujourd'hui dérange très très fortement la Chine. C'est un monde chinois qui est véritablement un contre-modèle absolu à ce qui se passe aujourd'hui en République populaire de Chine. C'est-à-dire que sur le plan politique, Taïwan est une démocratie, très jeune démocratie, c'est une démocratie depuis les années 1990, alors même que c'est un pays qui a vécu pendant plus de 40 ans sous la loi martiale. C'est-à-dire que des années 50 jusqu'à la fin des années 80, Taïwan a vécu sous une dictature militaire, mais elle s'est progressivement réformée pour devenir une démocratie comme on peut en connaître dans le monde en Europe. Et donc c'est presque d'ailleurs un miracle en termes politiques, puisque non seulement Taïwan est passé d'une dictature militaire à un régime démocratique, mais en fait, en plus, elle l'a fait
cette transition par le haut. C'est-à-dire que ce sont les présidents taïwanais qui progressivement ont lancé des réformes pour aller de leur propre chef volontairement vers la démocratie. Et très concrètement, le magazine britannique The Economist, qui effectue chaque année un classement des démocraties, a classé Taïwan 8e pays le plus démocratique au monde en 2021. 8e, c'est donc un excellent classement. Et d'ailleurs, Taïwan est classé dans la catégorie des démocraties complètes. La France est d'ailleurs classée dans la catégorie des démocraties défaillantes. Bon, et la Chine, je ne vous apprends rien, est très loin d'être une démocratie aujourd'hui. Elle figure en 148e position de ce classement sur 167 pays qui sont répertoriés. Donc évidemment, quand on voit le régime politique en République populaire de Chine, qui est beaucoup plus un régime autoritaire, voire dictatorial, avec un parti unique, qui est le Parti communiste, qui contrôle l'intégralité du pouvoir politique, mais du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et aussi du pouvoir législatif. D'un point de vue politique, évidemment, c'est un contre-modèle qui est extrêmement désagréable pour Pékin, puisqu'en plus, c'est un modèle qui est viable, qui est fonctionnel. Bref, vous l'avez compris, conquérir Taïwan, ce serait ainsi un moyen pour la Chine de mettre fin à cet exemple de démocratie extrêmement performante qui est située à quelques dizaines de kilomètres juste à côté d'elle. Bon, mais la troisième raison qui fait que Taïwan intéresse très fortement la Chine, c'est peut-être d'ailleurs la raison la plus importante, elle est liée à la position très stratégique, disons, de cette île à l'échelle internationale. Sur la façade littorale de la Chine, il y a ce que l'on appelle la première chaîne d'îles, qui est constituée de l'archipel japonais, puis de justement l'île de Taïwan, et ensuite de tout l'archipel philippin, suivi ensuite par l'Indonésie et qui se ferme avec la Malaisie. Face à cette première chaîne d'îles, la Chine est d'une certaine manière un petit peu confinée dans ce que l'on appelle la mer de Chine orientale, face au Japon, et la mer de Chine méridionale dans le sud-est asiatique. En raison de cette première chaîne d'îles, la Chine n'a pas un accès complètement libre à l'océan Pacifique. Et donc, pour une puissance comme la Chine, c'est quelque chose qui est problématique. D'autant plus que cette première chaîne d'îles, elle est constituée donc, je l'ai dit, donc de la Corée, du Japon, qui sont deux alliés très proches des États-Unis et même deux pays qui accueillent parmi les plus importantes bases militaires américaines hors du territoire américain. Donc forcément, c'est un environnement qui est perçu par la Chine comme relativement hostile. Pour la Chine aujourd'hui donc, prendre le contrôle de Taïwan répond à plusieurs enjeux et plusieurs objectifs, qu'ils soient idéologiques, politiques, géopolitiques, mais aussi des enjeux économiques. Il y a un enjeu en effet économique puisque Taïwan est aujourd'hui la 21e économie mondiale et une grande puissance technologique. On va revenir là-dessus juste après. Mais alors, dans ce contexte-là très tendu, quelle est la position des autres pays sur la question ? Eh bien, là aussi, c'est absolument passionnant à observer. En fait, aujourd'hui, Taïwan a une position extrêmement particulière sur la scène internationale. Elle est à la fois défendue par de nombreux pays. Et l'île a d'ailleurs développé des relations économiques un peu partout dans le monde. Le dernier exemple, peut-être le plus marquant, c'était pendant la crise de coronavirus. Taïwan était en effet un grand producteur de masques. Ils avaient un stock conséquent de matériel médical et notamment de masques. Ils en ont donc profité pour faire des dons de dizaines de millions de masques à différents pays du monde. Ça a permis en fait à Taïwan de s'affirmer comme un État indépendant, capable donc de nouer des relations économiques partout dans le monde. Et c'est d'ailleurs ce que certains ont appelé une diplomatie du masque de la part de Taïwan pour s'affirmer sur la scène internationale. Mais pourtant, regardez cette carte qui s'affiche actuellement, c'est la carte en fait des pays qui reconnaissent officiellement Taïwan comme un État indépendant et donc entretiennent officiellement des relations diplomatiques avec elle. Ces États, ils sont en bleu ciel et aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a donc seulement 14 États et ce ne sont pas des puissances mondiales. Il y a notamment le Paraguay, le Honduras ou encore le Guatemala et Haïti. Autrement dit, les pays qui pèsent le plus, disons, à l'échelle internationale ne reconnaissent pas officiellement Taïwan. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine de Xi Jinping conditionne les relations diplomatiques avec elle à la non-reconnaissance de Taïwan. C'est ce qu'elle appelle le principe d'une seule Chine. Concrètement, l'idée c'est de dire, en fait, c'est soit Taïwan, soit la Chine. Donc soit vous reconnaissez Taïwan comme État indépendant et alors vous n'aurez pas de relations diplomatiques avec nous. Soit du coup vous reconnaissez la Chine comme État, mais du coup vous ne reconnaissez pas Taïwan. Et à ce moment-là, on peut travailler ensemble et développer des relations économiques, des relations avec la Chine qui, vous l'imaginez, sont très importantes. La Chine aujourd'hui, c'est la deuxième économie mondiale.
mondial, c'est le premier exportateur mondial de produits manufacturés. C'est aussi le premier pays en termes d'investissement direct à l'étranger. Et donc ne pas avoir de relations diplomatiques avec la Chine, c'est quasiment suicidaire aujourd'hui. C'est ce qui explique donc l'absence de reconnaissance officielle de Taïwan par différents États, notamment les pays occidentaux. Pour dire les choses rapidement, ils ont peur de se froisser avec la Chine. Mais alors, quelle est aujourd'hui plus précisément la position des États-Unis concernant ce sujet-là ? Eh bien, la position des États-Unis dans cette affaire, elle a été définie pendant des décennies par un concept volontairement flou d'ailleurs, mais un concept qui tient en deux mots, un concept d'ambiguïté stratégique. En gros, ils ne reconnaissent officiellement qu'un seul gouvernement chinois, c'est donc celui de Pékin, sans donc reconnaître Taïwan comme un État indépendant. Mais malgré ça, eh bien, ils s'opposent à une invasion de Taïwan par la Chine. Et en même temps, officiellement, pendant des années, eh bien, les États-Unis refusaient de dire expressément si oui ou non ils interviendraient pour défendre Taïwan en cas d'attaque par la Chine. Bref, jusqu'ici, c'était flou de la part des États-Unis, mais en même temps, c'était le but jusqu'à récemment, donc, où ça a évolué. En effet, ces derniers temps, la position des États-Unis a évolué vers davantage de fermeté contre la Chine et pour défendre Taïwan. Les États-Unis sont de plus en plus tentés, en fait, de reconnaître Taïwan comme un allié et de défendre militairement l'île en cas d'invasion. Il y a plusieurs reprises, le président américain Joe Biden a laissé entendre que les États-Unis iraient défendre militairement Taïwan en cas d'invasion. Regardez par exemple cet extrait, ça s'est passé en septembre 2022 et c'est assez marquant pour comprendre tout ça. To be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. En prononçant de tels mots, Joe Biden remet alors en cause toute la doctrine historique des États-Unis, cette doctrine d'ambiguïté stratégique. Et d'ailleurs, cette déclaration a surpris beaucoup d'observateurs. D'ailleurs, certains n'y ont pas cru tellement cette doctrine changeait avec ce qui a été dit par les précédents gouvernements américains. Beaucoup ont considéré que c'était des gaffes, puisque le président Biden est assez coutumier du fait de dire des choses et puis finalement de rétropédaler derrière. À plusieurs reprises, la Maison-Blanche a démenti, a dit qu'il n'y avait pas de changement dans la politique des États-Unis à l'égard de Taïwan, mais au bout de la 4e fois que Joe Biden affirme que oui, les États-Unis interviendraient, on peut aujourd'hui légitimement s'interroger si ce n'est pas aujourd'hui une nouvelle politique, en tout cas l'orientation de la politique américaine aujourd'hui. Bon, on approche de la fin, mais il y a quand même cette question, quel intérêt ont finalement les États-Unis à défendre aussi fermement Taïwan aujourd'hui ? Pourquoi finalement les États-Unis tiennent autant à défendre cette île qui est située à plus de 10 000 km de leur territoire ? Eh bien, c'est les deux faces d'une même pièce, disons, puisque la Chine s'inquiète de l'émergence d'une Taïwan rivale, avec notamment un modèle politique différent de la Chine et des envies d'indépendance. Et bien de l'autre côté, les États-Unis sont ravis de prôner un modèle qui va dans le sens de leur idéal, mais surtout les États-Unis sont absolument ravis de voir une île comme Taïwan perturber et faire de la concurrence à la Chine. Bon, et par ailleurs, une fois qu'on a dit tout ça, la deuxième raison qui incite quand même les États-Unis à défendre Taïwan, c'est une raison plus pragmatique, c'est l'idée de garder le contrôle de la mer de Chine. La mer de Chine donc face à la Chine, et là on rentre au cœur de nouveaux enjeux géopolitiques qui sont assez fascinants. Enfin, dernier enjeu qu'on peut noter très rapidement, Taïwan est pour les États-Unis, comme pour l'Europe d'ailleurs, un partenaire économique très important et notamment une très grande puissance technologique. En effet, Taïwan maîtrise un savoir-faire en matière de composants électroniques et en particulier de semi-conducteurs, des semi-conducteurs qui aujourd'hui sont indispensables dans toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui et surtout de demain, que ce soit dans la 5G, dans les nouveaux smartphones, dans l'intelligence artificielle, la voiture autonome, toutes les technologies satellitaires et évidemment dans l'armement. Ces composants électroniques sont absolument stratégiques. Et aujourd'hui, Taïwan est le plus grand producteur et le meilleur, en tout cas, producteur de ces semi-conducteurs. Alors, où en sont réellement les tensions aujourd'hui ? Eh bien, depuis 2 ans, et face au discours de la présidente taïwanaise et aux nouvelles ambitions aussi de Xi Jinping, la Chine a multiplié les provocations militaires à l'égard de Taïwan. Depuis 2021, il y a des centaines d'avions chinois qui ont survolé sans prévenir la zone aérienne de défense de Taïwan. C'est une
zone en fait où les avions doivent normalement s'identifier aux autorités taïwanaises. Par ailleurs, en août 2022, 2 événements ont encore monté la tension d'un cran et du même coup d'ailleurs les démonstrations militaires de la Chine. Le premier, c'est la visite officielle à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi est donc la présidente de l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. C'est très marquant puisque c'est la 3e plus haute représentante des États-Unis. Et donc, quelque part, aux yeux de la Chine, ça revient à briser le principe d'une seule Chine puisque on a une visite diplomatique à Taïwan d'un représentant des États-Unis. En réaction d'ailleurs à tout cela, la Chine a tiré plusieurs missiles dans la mer autour de Taïwan. Elle a par ailleurs déployé des navires militaires dans le détroit de Taïwan et 15 avions militaires sont allés jusqu'à franchir la frontière officielle entre la Chine et Taïwan. Et alors pour terminer, une question absolument cruciale, la Chine peut-elle vraiment et réellement envahir Taïwan? Alors là, on a clairement besoin d'une carte pour mieux comprendre ce dont on parle. Taïwan est donc séparé de la Chine par un détroit de 130 km et pour la Chine, ça représenterait un immense défi militaire et logistique. Rien à voir d'ailleurs avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a pu se faire par la terre puisque les deux pays partagent une frontière terrestre. Là, la Chine aurait nécessairement besoin de navires et ce serait tout simplement le plus grand envahissement militaire mené dans l'histoire récente. Par ailleurs, la Chine aurait tout intérêt à envahir très fort et très rapidement pour décourager justement les États-Unis d'engager leur armée dans ce conflit. D'autant que pour les États-Unis, eh bien, engager leur armée prendrait forcément un peu de temps. Le temps déjà d'acter la décision et puis d'organiser ces opérations militaires. Alors, y a-t-il avec tout cela un risque de déclencher un conflit mondial? Eh bien, pour les États-Unis, la décision de défendre militairement Taïwan ne sera pas facile à prendre dans tous les cas. Joe Biden a beau assurer que les États-Unis le feront, eh bien, dans les faits, ça voudrait dire basculer le conflit Chine-Taïwan en conflit véritablement mondial. Alors, pour autant, beaucoup d'incertitudes subsistent en cas d'invasion de Taïwan par la Chine. Les États-Unis vont-ils donc engager leur armée véritablement sur le terrain? Ou alors vont-ils faire comme ils font actuellement en Ukraine, c'est-à-dire qu'actuellement, eh bien, il n'y a pas de militaires américains présents a priori en Ukraine. Par contre, eh bien, il y a la fourniture massive, notamment de matériel militaire, pour aider l'Ukraine à se défendre. Voilà pourquoi vous allez beaucoup entendre parler de Taïwan dans les années qui viennent et je l'espère, ce sera désormais un peu plus clair avec cette vidéo. Ça me semblait essentiel de faire un point détaillé sur le sujet aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. On va reprendre progressivement un rythme important sur cette chaîne avec des décryptages, des reportages qui arrivent, mais aussi eh bien, des interviews. Je tiens aussi à remercier Marc Julienne de l'Iris pour son temps, à Paul qui est journaliste au sein de l'équipe et qui a travaillé avec moi à l'écriture de cette vidéo, ainsi qu'à Vanon, notamment monteur au sein de l'équipe, qui en a assuré le montage. Bref, pensez donc à vous abonner, je ne sais pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à très vite.